Pendant longtemps, l'activité des services de renseignement a été totalement en dehors des clous. Aucun texte ne l'encadrait, ne prévoyait ce qui était permis ou interdit, et le seul contrôle était celui de la hiérarchie. C'était une activité de non-droit, une activité clandestine. Alors depuis 1978, 1990 et plus encore depuis 2015, les choses changent. Aujourd'hui, ces services sont presque des services administratifs comme les autres. Leur activité est encadrée et elle est contrôlée. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents services de renseignement français, je vais vous présenter leur activité, comment ils sont contrôlés et comment fonctionne le secret de la défense. Et en fin de vidéo, je vous parlerai aussi un petit peu des activités clandestines, puisqu'il en reste bien évidemment. Le but des services de renseignement, c'est pas de faire de la James Bonderie avec du karaté et des explosions. Leur but, c'est de produire de la connaissance. En fait, la DGSI ou la DGSE, ce ne sont pas des services très éloignés de services d'archives. Elles recueillent de l'information, elles analysent ensuite cette information, la transmettent aux autorités compétentes sous forme de notes, et pour finir, elles la conservent, notamment dans des fichiers. Alors pour tout ce que je vais raconter à partir de là, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le renseignement, c'est une activité de police administrative. Et ça implique plusieurs choses. D'abord, le renseignement est à la main de l'exécutif, il n'est pas dirigé par un magistrat, comme l'est la police judiciaire. Ensuite, ces enquêtes sont menées à titre préventif. Si au cours d'une enquête administrative, un crime ou un délit est découvert, la surveillance administrative s'arrête et c'est la police judiciaire qui prend le relais. Bien maintenant que ça c'est précisé, on va maintenant faire un petit peu d'histoire pour passer en revue la création de tous les services de renseignement français. L'histoire des services de renseignement français. Alors la naissance des services de renseignement français modernes, c'est 1907, la création des renseignements généraux au ministère de l'Intérieur. Ces fameux RG sont chargés de suivre les mouvements contestataires avec un fort maillage territorial et surtout un large spectre. Son but est de prévenir les atteintes à la sécurité publique, ce qui recouvre beaucoup de menaces différentes. À titre d'exemple, la priorité, ça a pu être les mouvements anarchistes au début du XXe siècle, puis les ligues d'extrême droite dans les années 20 et 30, l'ultra-gauche dans les années 70 et plus récemment bien sûr la menace djihadiste ou les dérives sectaires. À côté de ces RG, un contrôle général de la surveillance du territoire est créé en 1934. C'est le premier service de contre-espionnage en France. Il cherche à repérer les déstabilisations menées en France par des puissances étrangères. Beaucoup de ses membres rejoignent la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale pour former le BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action, qui coordonne les missions de sabotage en France occupée. En 1944, la direction de la surveillance du territoire, la DST, prend le relais. Son importance bien entendu grandit pendant la guerre froide où le contre-espionnage est essentiel. Du côté des services du ministère de l'Intérieur, ça reste comme ça jusqu'en 2008. À cette date, une partie des RG fusionne avec la DST pour créer un grand service de renseignement intérieur et de contre-espionnage, la DCRI, la Direction centrale du renseignement intérieur. Une petite partie des RG reste attachée à la police nationale sous l'acronyme SDIG, la sous-direction de l'information générale. En 2014, la DCRI devient la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, et la SDIG devient le SCRT, le service central du renseignement territorial, qui se veut une sorte de renaissance des anciens RG. Parce que beaucoup de son maillage territorial avait été perdu en 2008 avec la fusion. Pour terminer cette petite histoire, en juin 2023, le SCRT est renommé DNRT pour Direction nationale du renseignement territorial dans le cadre de la réforme plus générale de l'organisation de la police nationale. Autrefois partie de la Direction centrale de la sécurité publique, les RT sont maintenant directement placés auprès de la DGPN. Enfin, l'UCLAT, unité de concours de la lutte antiterroriste, a été créée en 1984 pour coordonner les activités des différents services de l'intérieur en matière d'antiterrorisme. Mais attention, ce n'est pas à proprement parler un service de renseignement. Elle a été absorbée par la DGSI en 2020. Bon ok, ça c'est pour l'intérieur. Mais le renseignement avant 1907, c'est surtout une activité du ministère des Armées. Le deuxième bureau de l'état-major général est chargé entre 1870 et 1940 de l'analyse du renseignement extérieur et militaire. De ce côté, vous allez voir, c'est très simple. En 1944, une partie du BCRA, le service de renseignement de la résistance, a rejoint la DST pour faire du contre-espionnage, mais une autre partie a rejoint ce qui va devenir en 1946 le service de documentation et de contre-espionnage, le SDEC. D'abord placé directement sous le Premier ministre, le SDEC est rattaché au ministre de la Défense en 1965, après l'enlèvement et l'assassinat de Ben Barka, opposant tunisien au roi Hassan II en plein Paris. Le corps de Ben Barka n'a jamais été retrouvé, mais le SDEC est fortement suspecté d'être responsable de sa mort et surtout d'avoir agi sans consigne. Alors vous avez peut-être remarqué que selon son titre, le SDEC fait lui aussi du contre-espionnage. En fait, les enquêtes de contre-espionnage sur le territoire français sont confiées à la DST, mais les renseignements proviennent bien souvent du SDEC.
Par exemple, en 1963, le haut fonctionnaire français travaillant à l'OTAN, Georges Pack, est arrêté par la DST après que le SDEC leur avait dit qu'un agent de l'OTAN avait probablement été recruté par les services soviétiques. Il y a en fait un partage bien huilé des compétences, la DST sur le territoire national et le SDEC à l'étranger. Et ce partage perdure aujourd'hui avec les successeurs de ces deux services, la DGSI et la DGSE. Mais cette belle organisation cache pourtant une rivalité entre les deux services, comme l'illustre l'affaire Farewell, une des plus grandes affaires d'espionnage qui débute en 1981 et dans laquelle la DST se fait fournir des renseignements par Vladimir Vetrov, un agent du KGB en poste à Moscou. Normalement, c'est le SDEC qui aurait dû se charger de l'opération, mais comme le président Mitterrand, nouvellement élu, est très méfiant vis-à-vis du SDEC, qu'il renommera DGSE d'ailleurs en 1982, eh bien ce sont les policiers de la DST et l'ambassade de France à Moscou qui seront chargés de cette affaire, laissant le SDEC totalement dans l'ignorance. Au printemps 1981, Vladimir Vetrov, un agent du KGB, prend contact avec la direction de la surveillance du territoire. Des milliers de documents d'une valeur inestimable arrivent sur les bureaux de la DST. Si la règle avait été suivie, c'est le SDEC, renommé en 1982 DGSE, qui aurait dû être saisi, car l'affaire se déroule à l'étranger, à Moscou. Bien que l'affaire se déroule depuis près de 2 ans à l'extérieur du territoire, le nouveau directeur de la DGSE, l'amiral Pierre Lacoste, n'est pas davantage mis au courant que son prédécesseur. À côté de la DGSE, la Direction du renseignement militaire, DRM, a été créée en 1992 après la guerre du Golfe. Cette guerre a été le premier conflit de grande ampleur auquel la France participait depuis la guerre d'Algérie et il a révélé de nombreuses faiblesses de l'armée française, dont son renseignement opérationnel. Mais il existe un troisième service de renseignement des armées, la DRSD, Direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Ce service a pour mission de protéger les personnels, le matériel et les installations sensibles du ministère. Mais ce n'est pas encore fini, 2 services de renseignement sont également placés sous l'autorité du ministre de l'Économie et des Finances. La DNRED, c'est le service des douanes qui enquête sur les mouvements de marchandises douteux, et TRACFIN qui est chargé du renseignement sur les circuits financiers clandestins. Notamment, TRACFIN lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Allez, encore un tout dernier pour la route, c'est promis, le SNRP, le Service National du Renseignement Pénitentiaire, qui est placé, lui, auprès du ministre de la Justice. Il est chargé de la sécurité des prisons et de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé depuis le milieu carcéral. C'est le dernier arrivé de la bande, il n'existe que depuis 2017. Donc pour récapituler, tous ces services forment ce qu'on appelle la communauté française du renseignement. Le premier cercle de cette communauté, c'est les 6 services les plus importants en termes de compétences. Donc pour l'intérieur, c'est la DGSI, pour les armées, la DGSE, la DRM et la DRSD, et enfin pour l'économie et les finances, TRACFIN et la DNRED. Le second cercle, c'est essentiellement pour l'intérieur la DNRT et pour la justice, le SNRP. Maintenant, pour coordonner tous ces services qui dépendent de plusieurs ministères, le Premier ministre s'est longtemps appuyé sur le Comité interministériel du renseignement, le CIR. En 2009, ce comité est supprimé et remplacé par un Conseil national du renseignement, le CNR, placé auprès du président de la République, auquel participent le Premier ministre, les ministres concernés et le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Ce coordonnateur est un conseiller du président. On constate que le président devient de plus en plus la pièce centrale de la coordination du renseignement, même si bien sûr le Premier ministre reste le chef de l'administration et a donc un pouvoir hiérarchique sur les grands directeurs que n'a pas le président. Le cadre juridique de tous ces services a été pendant très longtemps assez flou. Pour ce qui est de la gestion des fichiers informatiques, donc du stockage des données personnelles, c'est le cadre de la loi de 1978 qui crée la CNIL et le RGPD de 2016 qui s'applique. Par contre, pour ce qui est des techniques de recueil du renseignement pour remplir ces fichiers, eh bien c'est la loi de 2015 qui donne une base légale aux activités des services de renseignement. Donc maintenant qu'on a vu toute la famille, on peut passer au cœur du sujet, l'activité des services de renseignement et leur cadre légal. Les fichiers. Alors en soi, un fichier, ce n'est pas un outil réservé aux espions. Dès votre naissance, vous êtes inscrit au registre de l'état civil. C'est un fichier qui contient vos informations personnelles. Mais c'est bien pareil si vous possédez un compte client dans n'importe quelle boutique ou plateforme de service. Mais c'est quand même un outil qui est primordial pour les services de renseignement dans leur suivi des personnes et des groupes. La constitution d'un fichier à des fins de renseignement, elle passe nécessairement par la loi et elle est contrôlée par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, créée en 1978 donc. C'est le tout premier outil d'un service de renseignement parce qu'encore une fois, un service de renseignement, c'est un service d'archives. Son rôle, c'est de recueillir des informations et de les conserver.
et elle les conserve dans un fichier. C'est par exemple le cas du FPR, le fichier des personnes recherchées, où sont consultables par les services autorisés les fameuses fiches S. Mais aussi d'autres fiches, par exemple pour les mineurs en fuite. C'est aussi le cas du FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, ou encore du FPASP, le fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique. Alors comment la CNIL contrôle l'utilisation d'un fichier? Eh bien, elle effectue des contrôles sur place, donc en se déplaçant physiquement dans le service gestionnaire, et des contrôles sur pièce, en lui demandant des documents. Elle contrôle aussi les sites internet et vérifie que l'utilisation du fichier respecte les 5 grands principes de la protection des données. Ces 5 grands principes sont: la finalité du fichier doit être légale, donc prévue par une loi. Les données enregistrées doivent être nécessaires à la finalité légale. La durée de conservation doit être respectée. Les données doivent être sécurisées et leur consultation limitée aux seules personnes autorisées. Et enfin, le droit des personnes doit être respecté, notamment leur droit à l'accès et à la modification des données. Alors bien sûr, s'agissant des fichiers de renseignement, le droit d'accès et de modification est restreint. C'est l'article 107 de la loi de 1978, créant la CNIL, qui limite ce droit. La CNIL donne également un avis sur les textes intéressant les fichiers. Par exemple, elle a rendu un avis avant l'adoption de la loi renseignement de 2015. Mais pour remplir le fichier une fois qu'il est créé, eh bien il faut capter l'information. Et c'est là qu'entrent en jeu les techniques de renseignement qui ont été définies par cette fameuse loi de 2015. Le contrôle des techniques du renseignement. Alors la première technique utilisée par les services de renseignement, elle ne nécessite pas de moyens très importants et aucune autorisation. Il s'agit de la consultation des sources ouvertes, ou comme on dit en bon français, l'OSINT, pour Open Source Intelligence. C'est tout ce qui est accessible par tout le monde, de la presse écrite aux publications sur les réseaux sociaux, des conférences à ce qui est scandé dans une manifestation sur la voie publique. Toutes les autres techniques du renseignement nécessitent une autorisation. Ces techniques sont les accès aux données de connexion, la géolocalisation en temps réel et le balisage, les interceptions de communication, typiquement des communications téléphoniques ou de messagerie, la captation de paroles prononcées dans un lieu privé, la captation d'images dans un lieu privé, et le recueil ou la captation de données informatiques. Les services du premier cercle, à l'exception de la DRM et de TracFin, peuvent utiliser ces techniques. Il s'agit donc de la DGSI, la DGSE, la DRSD et la DNRED. C'est le Premier ministre qui décide de l'utilisation d'une de ces techniques après avis de la CNCTR. La Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement a été créée par cette loi de 2015. Elle est composée de 9 membres, 4 parlementaires, 2 membres du Conseil d'État, qui pour rappel est la juridiction suprême de l'ordre administratif, 2 magistrats de la Cour de cassation, la juridiction suprême de l'ordre judiciaire, et une personnalité qualifiée nommée par le président de la République. Si le Premier ministre autorise la mise en place d'une technique de renseignement malgré un avis défavorable de la CNCTR, la Commission a l'obligation de saisir le juge administratif pour demander l'annulation de cette autorisation. Et en matière de technique de renseignement, on ne passe pas par le tribunal administratif, ni par la cour administrative d'appel, c'est directement le Conseil d'État qui est compétent. La loi de 2015 a en effet créé une chambre spécialisée au Conseil d'État composée de magistrats habilités au secret de la défense nationale. Et il revient donc au final au Conseil d'État de trancher si la mise en œuvre est légale ou non. La CNCTR vérifie ensuite chaque exécution d'autorisation délivrée par le Premier ministre. Elle contrôle la légalité de la mise en œuvre, de la collecte du renseignement, de l'exploitation des données et éventuellement leur transmission à un autre service. Si elle découvre une irrégularité, elle peut demander l'interruption de la technique et la destruction de l'information collectée. Là encore, si le service de renseignement ne s'y plie pas, elle saisit le Conseil d'État. Le contrôle parlementaire. Comme le renseignement est une activité administrative gouvernementale, le Parlement contrôle cette activité. Le contrôle du gouvernement est une des missions du Parlement. Depuis 2007, la délégation parlementaire au renseignement, composée de 4 députés et 4 sénateurs, contrôle la gestion administrative des services de renseignement. Alors c'est très particulier comme formation, il n'y a pas d'autre exemple de commission parlementaire partagée comme ça entre l'Assemblée nationale et le Sénat, jusque dans sa présidence d'ailleurs, puisque le président de cette délégation alterne chaque année entre un député et un sénateur. Alors cette délégation n'a pas un pouvoir très étendu, mais elle peut contrôler les activités opérationnelles achevées et l'utilisation des fonds spéciaux. Et ça, on en parlera un petit peu plus loin. Elle peut entendre les cadres des services de renseignement sans même que le chef de service ne puisse s'y opposer, et elle peut même entendre le Premier ministre en audition.
C'est grâce à elle qu'on a une idée approximative du budget du renseignement qui est d'environ 1,5 milliard d'euros, dont 60 millions pour les fonds spéciaux. Alors je vous ai mis ici la mission sécurité de la loi de finances pour comparaison, mais les activités de renseignement sont dispersées sur plusieurs missions et plusieurs programmes au sein de ces missions. On n'a pas plus de détails, j'aurais voulu pouvoir vous montrer un bel organigramme avec le budget de chacun des services de renseignement, mais ça n'existe pas malheureusement. Je peux vous dire en revanche que pour 2022, l'action 3 du programme 144, qui s'intitule « Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France », était fléchée à 540 millions d'euros et que l'action 1 du programme 176, Ordre public et protection de la souveraineté, est fléchée à 1 467 millions d'euros. Mais ces actions vont au-delà du renseignement et le renseignement dépasse ces deux seules actions. Utiliser le renseignement. Alors recueillir le renseignement, d'accord, mais pour en faire quoi? Dans le cadre d'une enquête judiciaire, quand une personne a commis un acte interdit par la loi, c'est simple. La personne est présentée devant un juge qui peut la condamner. Mais on l'a vu en introduction, la collecte de renseignements, ce n'est pas de l'enquête judiciaire, c'est de l'enquête administrative. La personne suivie n'a pas forcément commis d'acte interdit par la loi. Le but du renseignement, ce n'est pas de punir, c'est de prévenir, c'est de surveiller. Alors d'abord, le renseignement peut servir à empêcher certaines personnes d'exercer une profession réglementée, comme policiers, agents de sécurité privée, conducteurs dans les transports en commun, personnel dans les centrales nucléaires ou encore profession au contact des enfants, par exemple. Ensuite, le renseignement peut motiver des mesures qui sont assimilables à des mesures de sanction. La dissolution d'une association, le gel des avoirs, la fermeture de lieux de culte, la déchéance de nationalité ou la MICAS. Alors la MICAS, pour mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, c'est le fait d'assigner une personne à un périmètre. Le plus souvent, ça va être sa commune ou son département. Un périmètre qu'il n'a pas le droit de quitter et éventuellement l'astreindre à se présenter tous les jours à la police ou à la gendarmerie pour pointer. C'est une mesure qui est surtout utilisée pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme et qui sont sorties de prison. Mais attention, toutes ces mesures sont des mesures de police administrative qui s'appuient sur le renseignement, ce ne sont pas elles-mêmes des techniques de collecte de renseignements. Bon, je viens de passer une très grande partie de la vidéo à vous dire que les renseignements sont des services administratifs comme tous les autres. Il est temps maintenant de vous dire en quoi ce sont des services particuliers, des services spéciaux. Et ça tient en un seul mot, le secret. Le secret de la défense nationale. Le secret de la défense nationale, c'est un secret professionnel prévu par la loi pour protéger, selon l'expression consacrée, les intérêts fondamentaux de la nation. La particularité d'un secret professionnel, comme le secret de la défense nationale, mais aussi comme le secret médical ou le secret fiscal par exemple, c'est que sa violation entraîne une sanction disciplinaire par l'employeur, mais également une sanction pénale par le juge. Le secret de la défense nationale se base sur une classification des informations et des documents, soit en secret, soit en très secret. Le niveau confidentiel défense n'existe plus depuis 2021. La classification apparaît directement sur le document en question, ce qui fait que sa divulgation est nécessairement intentionnelle. La compromission du secret de la défense nationale est punie par l'article 413-10 du Code pénal de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende pour les personnes habilitées et 75 000 € d'amende pour toute autre personne. Comme les documents protégés ne sont pas communicables, c'est une exception au droit d'accès aux données personnelles, comme on l'a vu avec la CNIL, tout comme au droit d'accès aux documents administratifs, qui est garanti par la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Et l'application de ce secret peut se voir aussi au tribunal. En 2002, le Conseil d'État a accepté d'appliquer un décret relatif au statut des agents de la DGSE, alors que ce décret n'avait jamais été publié au JO. En fait, ce décret n'avait jamais quitté l'enceinte de la DGSE et n'était connu de personne en dehors. Le Conseil d'État avait accepté de l'appliquer parce qu'il avait été communiqué au requérant, qui contestait sa mise en disponibilité d'office, donc en fait son exclusion de la DGSE. Cette décision a inauguré ce qu'on a appelé la légalité occulte. Et c'est très particulier parce que vous connaissez sûrement l'expression « nul n'est censé ignorer la loi ». Elle veut dire à la fois que les citoyens ne peuvent pas invoquer leur ignorance du droit, mais aussi en retour que l'administration a l'obligation de rendre le droit accessible. Mais plus largement, le juge accepte de prendre en compte les notes blanches des services de renseignement. Ces notes ne sont pas signées, n'ont donc juridiquement aucun auteur, et leur contenu ne peut pas être vérifié, puisqu'elles s'appuient sur des informations qui sont classées. Mais dans des dossiers de dissolution d'association ou de MICAS, par exemple, le juge estime qu'elles peuvent prouver le caractère nécessaire et proportionné de la mesure, si les informations en question sont précises, circonstanciées et communiquées à la partie adverse. Je vais vous donner un dernier exemple que je trouve très révélateur de cette protection du secret de la défense nationale au cours d'un procès. C'est un ajout de la fameuse loi immigration de 2024 à l'article L773-11 du Code de la justice administrative.
L'administration peut verser un document au procès, mais à destination des juges uniquement, sans que la partie adverse en ait connaissance. Là, ça pose un problème de respect du principe de contradictoire. Comment voulez-vous vous défendre face à des informations qui ne vous sont même pas transmises? Les fonds spéciaux. Alors les services de renseignement sont financés comme tous les autres services administratifs en vertu de la loi de finances. Comme on l'a déjà vu, chaque année c'est environ 1,5 milliard qui sont alloués au renseignement sur les quelques 1500 milliards de budget de toutes les administrations confondues. Les fonds spéciaux sont votés eux aussi au moment de la loi de finances par le Parlement. Mais une fois qu'ils ont été crédités sur un compte au nom de la DGSE ou du Premier ministre, celui au nom du Premier ministre est d'ailleurs clôturé à chaque changement de Premier ministre, eh bien c'est un peu open bar. Il y a même 20% de ces fonds qui sont versés en espèces. Et surtout, il n'y a aucun contrôle juridictionnel de l'utilisation de ces fonds, il n'y a qu'un contrôle administratif d'une formation de la délégation parlementaire au renseignement. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, ces dernières années, les fonds spéciaux ont représenté entre 60 millions et 90 millions d'euros par an. C'est évidemment très peu ramené aux dépenses publiques et même au budget des services de renseignement. Mais 60 à 90 millions, ça permet quand même pas mal de choses, surtout que leur utilisation est totalement secrète. Les activités clandestines. Et parmi ces pas mal de choses, il y a bien sûr des activités secrètes et illégales. Et là, oui, on est d'accord, on est bien sur du James Bond. Là, on peut rappeler quelques affaires qui ont été portées à la connaissance du grand public. L'affaire du Rainbow Warrior, par exemple, où la DGSE a, sur ordre du président Mitterrand, coulé un navire de Greenpeace, entraînant la mort d'un photographe. Oui, le même Mitterrand qui voulait supprimer le SDEC parce que le service était trop en dehors des clous. Je vous parlais aussi plutôt de l'enlèvement et de l'assassinat de Ben Barka en 1965. Et plus récemment, François Hollande a revendiqué en 2016 avoir eu recours à des assassinats ciblés dans le cadre de l'intervention contre Daesh. Le journaliste Vincent Nouzille, dans son livre Les tueurs de la République, a établi qu'une cellule alpha avait été créée dans les années 80 précisément pour ce genre d'opération. Il y raconte notamment comment les services français ont traqué les auteurs de l'attaque du Drakkar, hôtel au Liban où 58 soldats français avaient été tués en 1983. Donc oui, il existe bien des missions de sabotage, d'assassinat ou de représailles. Plus largement, la DGSE, qui opère à l'extérieur du territoire national, se passe évidemment de tout contrôle de la CNCTR ou du juge administratif pour ses filatures ou ses mises sur écoute. Mais aujourd'hui, je voulais aussi vous parler du droit du renseignement, des contrôles démocratiques, administratifs et juridictionnels qui encadrent les pratiques de ces services, parce qu'ils existent. Voilà, j'espère que grâce à moi vous y voyez un peu plus clair sur ces services et notamment que vous pouvez les identifier et identifier leurs différentes missions. Et maintenant, il est plus que temps de vous dire à la prochaine pour la prochaine.